Ravi de vous retrouver, c'est un début de semaine assez frisquet qui se profile, d'ailleurs ça va continuer et perdurer donc toute la semaine, mais ceux qui sont en studio et particulièrement notre invitée, Isabelle, évidemment, vont contribuer à ce qu'on n'achète pas des cache-cols et des bonnets. Notre invitée, on en parlera dans un instant avec son très très beau roman que je vous présenterai également d'ici quelques secondes. Face à Isabelle, il y a Martine Guégan. Bonsoir. Isabelle, alors, là, c'est hier. Oui, on va parler de la ville de hier. De la ville de hier, oui. Enfin surtout d'une exposition de Michel Zanin de Marmont, qui se déroule à l'orangerie du parc Caillebotte de hier. Oui, mais il faut dire une belle exposition, parce que si c'est pas une belle exposition, les gens se disent « Oh, bah alors, elle doit être tarte, l'exposition. » Non. Après, c'est les personnes qui vont y aller, qui vont juger effectivement si c'est beau ou pas, enfin s'ils sont sensibles aux œuvres de Michel Marmont. Mais votre avis à vous? Ah ben, je trouve ça beau, bien sûr, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Bon, est-ce que vous connaissez le copain de Keltoum Bessadok? Le copain de Keltoum Bessadok Non. Ah ouais, elle est là, elle flash, elle est là dans les photos, les posters. Tom Hanks, carrément. Oh, super. Bravo. Je vais vous parler de cinéma, bien évidemment, avec un film. Avec Tom Hanks. Oui. Et qui s'appelle Capitaine Phillips, donc qui interprète le rôle du capitaine qui a vécu une prise d'otage au large des côtes somaliennes en 2009. Voilà, c'est adapté du livre de ce fameux capitaine qui a survécu. Donc le canot de sauvetage, les Somaliens, vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Pardon Philippe? La Mococadis, non? Mais non, pas du tout. Philippe Bello, évidemment, qui ne peut pas s'empêcher de dire des bêtises et qui d'ailleurs en ce moment fréquente beaucoup les bois. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, les forêts essonniennes sont bien garnies. Champignons, sangliers, forêts, essences variées. Vous n'y allez pas avec un imperméable quand même? Non, pas dans les forêts. Alors les forêts, oui, et notamment la forêt d'Ourdan. On aime beaucoup le Sud-Essonne à Téléssonne et nous sommes allés promener nos caméras dans la forêt domaniale de Dourdan. Merci Philippe, et à tout à l'heure. Souvenir de Jade, voilà. Le voilà ce roman qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs vous le constaterez dans pas mal de choses que je vais pouvoir vous dire en questionnant donc son auteur, Isabelle Rousseau. Les personnages, je le dis tout de suite, sont extrêmement attachants, mais extrêmement attachants. Et ma première question elle sera simple, est-ce que ces personnages, vous les avez totalement inventés? Je connais un petit peu la réponse, mais ou alors est-ce que il y a quand même des amis à vous qui ressemblent étrangement? Je risque de me faire des ennemis, mais effectivement, j'utilise les gens que je connais, les amis, et je prends un petit bout de caractère de l'un, un petit bout de physique de l'autre, je mixe, je me remémore des situations dans lesquelles nous avons pu être, eux et moi, etc. Donc ça construit tout ça. Mais un personnage peut être l'amalgame de plusieurs personnes. Et puis bon, il y a aussi un petit peu de fiction. Bien sûr, quand même. Bien sûr qu'il y a de la fiction. Et puis il y a même un personnage qui doit exister dans la vie, c'est un lapin. C'est un lapin. C'est un lapin. J'ai effectivement un lapin à la maison. Il n'est pas roux, le mien est gris. Vous avez pu adopter Philippe Bello, mais non. Non, j'ai choisi, ça y est, c'est déjà fait, je suis désolée, mon cœur est pris. Mais en tout cas, oui, j'ai un petit lapin, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des chiens, des chats dans les romans. Et ben voilà, j'ai dit, je vais faire un roman original, je vais mettre un lapin. Eh ben c'est très bien, c'est très bien pour le lapin. Vous êtes de Montgeron, non? Ouais, j'habite à Montgeron depuis 5 ans. Vous n'êtes pas né en Essonne, mais bon, je suis bourguignonne. Bon. Vous étiez quand même un petit peu plus théâtre qu'autre chose avant. Ah oui, j'ai commencé par écrire du théâtre, oui. Lorsque j'étais au Creusot, parce que c'est la ville où je suis née, j'ai fait mes études. J'ai commencé par écrire du théâtre. J'ai écrit la pièce Jamais 203, qui a été jouée en 97 à l'ouverture du festival du théâtre amateur à l'Arc, qui est une scène nationale. Et ensuite, cette pièce a été rejouée à Orléans quelques années plus tard. Et donc j'ai vraiment commencé par le théâtre parce que c'est vraiment mon premier coup de cœur, le théâtre. Ah, carrément. Et ensuite, j'ai voulu me tourner vers un texte beaucoup plus riche, beaucoup plus développé, beaucoup plus... voilà, je voulais parler vraiment de quelque chose de manière plus longue. Et j'ai dit, le roman, allez hop, banco. Et qui est parfaitement réussi. Donc, Souvenir de Jade, c'est avant tout un deuil. Alors là, permettez-moi également de vous poser la question... Vous avez été frappé par un deuil? Alors, on me pose la même question, je vous rassure, c'est très très souvent qu'on me pose la question. C'est pas du tout autobiographique.
D'accord. Donc je repose ma question. Vous n'avez pas du tout été touché par un deuil? La perte de l'être cher, oui. Le deuil en lui-même, non. Donc j'ai un peu... oui, c'est de la fiction en fait. Très bien, ok. Alors pas le deuil véritable, non. Mais disons une forte séparation et une vie qu'on doit recommencer. Vous avez vécu? Tout à fait. Ça se sent, il y a des choses, je veux bien que vous soyez une très très bonne romancière, ce qui est le cas, mais il y a des choses qui ne s'inventent pas, il y a des mots, il y a des attitudes, il y a des, quand vous arrivez à placer le lecteur au bout de votre stylo, ça veut dire que ça sonne vrai. Souvent on me dit que effectivement le lecteur tombe dans le livre en fait, il tombe dans le livre parce que et beaucoup de personnes m'ont dit je me suis retrouvée dans votre livre, j'ai retrouvé ce que j'ai ressenti au moment justement d'un deuil au sens propre du terme ou d'une rupture, etc. Donc il est vrai que peut-être malgré moi j'y ai mis aussi beaucoup de moi et peut-être aussi que certains souvenirs sont remontés sans que vraiment je m'en rende compte. En fait c'est peut-être tout simplement un genre de catharsis peut-être. Mais alors, pendant tout ce livre, on se dit, bon, allez, ça va, on voit le scénario, cette personne qui a donc subi cette séparation, qui là, est un vrai deuil, et qui était folle amoureuse, c'est fini pour elle. Et puis d'un autre côté, on voit des personnages qui gravitent autour d'elle, on se dit, elle va quand même y aller rapidement. Eh ben non, rapidement, non. Ah ben il y a quelque chose de très important pour vous, mais très important, et ça transpire dans toutes vos pages, c'est l'amitié. Ah oui, pour moi c'est une valeur sûre. Je suis désolée de le dire aux grandes romantiques comme moi d'ailleurs, l'amour, on ne peut pas franchement parler d'un amour entier toute une vie, malheureusement. L'amitié, ça peut durer toute une vie et c'est très très important. Moi j'ai des amis de 25-30 ans que je chéris vraiment parce que ce sont des gens que je peux appeler à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance et qui seront là. Et ça, c'est à mon sens hyper important dans une vie. De vrais amis, quelqu'un sur qui on peut compter et qui savent aussi qu'ils peuvent compter sur nous. Voilà, et ça c'est très très important pour moi et j'ai voulu en parler aussi dans le livre. Ouais. Ça se sent admirablement bien. On reprend cette conversation dans quelques instants. Actualité récente, très liée aux otages français. Il y a ce prêtre qui a été enlevé il y a quelques jours, un autre qui a réussi à s'enfuir juste après, malheureusement nos deux confrères bien sûr, qui ont été assassinés. Alors c'est le thème que Mehdi, le collégien de Pasteur à Longjumeau, a voulu développer devant la caméra d'André Coll. Aujourd'hui je vais vous parler du suspect qui a été identifié, celui qui a tué les deux journalistes du RFI au Mali. Est-ce que tu peux juste nous rappeler qu'est-ce qui s'était passé avec ces journalistes? Ils étaient partis faire un reportage et ils les ont pris en otage et ils les ont exécutés. Alors comment on a fait pour retrouver les suspects? La France elle a envoyé 7 policiers, je crois, qui sont partis faire une enquête là-bas. Et après ils ont pris le pick-up où ils étaient partis et ils ont identifié le suspect grâce aux empreintes digitales et tout le matériel scientifique qu'ils ont. Et alors c'était qui cette personne? J'ai du mal à prononcer son prénom, mais il s'appelle Baye Akambo, un truc comme ça, je crois. Et il venait d'où? C'était un Touareg. Je crois qu'il a il est avec les djihadistes et ils ont précisé que c'était un terroriste d'Aqmi, je crois. Du coup, est-ce que tu penses que l'enquête ça a été vite? Oui, ils ont trouvé vite fait parce que ça date d'il y a 10 jours et il n'y avait personne sur le lieu et ils ont envoyé des policiers et direct après ils l'ont trouvé, donc c'était rapide. Maintenant il faut juste retrouver le malfaiteur. Pourquoi est-ce que cette enquête on l'a pris autant à cœur en France? Parce que c'est des journalistes français, nos compatriotes qui se sont fait tuer pour rien en plus. Pourquoi on les a tués? Ils ne nous précisent pas, ils tuent comme ça, ils prennent en otage. Parfois ils prennent en otage pour de l'argent. Mais là, ils ont tué par vengeance, je pense. Bon, sans commentaire.
Sinon que Keltoum Pelsadok, tout à l'heure, nous parlera également de prise d'otage, si on peut dire, mais là c'est dans le cinéma qui est un peu exploité en fiction. Tout à fait, oui, et puis c'est vraiment un cas isolé. De toute façon, on parlera dans les détails de ces fameux pirates somaliens. Donc ce sont des jeunes qui sont âgés de 17 à 20 ans. Mais qui sont embrigadés complètement, oui, voilà, et puis on leur fait croire qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Qui sont dans le besoin, qui ne sont pas du tout organisés, qui font ça un peu au hasard. Et enfin voilà, on va en parler dans les détails, je pense. Très bien. On est loin des prises d'otages, alors là, avec l'exposition dont va nous parler Martine. Moi je vais vous parler donc d'une exposition qui se déroule hier au domaine Caillebotte à l'Orangerie. Michel Zanin de Marmont donc expose jusqu'au 1er décembre. Alors une exposition qui se singularise par la méthode qu'il a adaptée. En fait, avec des pailles noires et des pailles blanches, Michel Zanin crée des tableaux. Alors bien sûr, il en faut plusieurs, il en faut des milliers et des milliers, effectivement. Alors, effectivement, ça le singularise, mais on est quand même habitué justement à ce qui change un peu ces méthodes par rapport à celles qu'on peut connaître, puisqu'il travaille, et généralement il fait des peintures très colorées, avec du silicone. Il a trouvé une méthode justement pour peindre le silicone, et ça fait effectivement des tableaux, puisqu'il aime beaucoup les couleurs, et il embrique, on va dire, ce sont des morceaux de couleurs comme ça qu'il met dans ses toiles. Là, effectivement, il a changé, il met des pailles dans ses toiles. Je vous propose de regarder ce reportage. Ça a commencé, j'avais un paquet de pailles de couleurs mélangées et je les ai coupées en petits morceaux et j'essayais de faire un assemblage. Et à l'époque, j'avais fait la tête d'Elvis Presley, mais ça ne donnait pas grand-chose. Ça faisait trop de couleurs, donc j'ai décidé un jour de faire quelque chose en noir et blanc. Et puis par la suite, j'avais un grand châssis qui était chez moi, je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai dit, tiens, peut-être que je pourrais faire quelque chose là-dedans. Et j'ai pensé à faire le visage d'Obama, qui venait d'arriver d'ailleurs. Et ensuite, je l'ai exposé au Grand Palais. Et là, des ambassadeurs américains les ont vus et l'ambassadeur auprès de l'UNESCO, américain à Paris, m'a demandé si je voulais bien le prêter, cette œuvre qui était très grande, qui faisait 2 mètres par 1,80 m. Donc je leur ai prêté et c'est vrai que ça m'a un peu ouvert des horizons, quoi. Mais normalement, mon travail, c'est surtout la couleur. Luther King, justement, l'ambassadeur américain, m'a donné l'idée de le faire parce que cette année, c'est le 50e de son discours et l'année prochaine, c'est l'anniversaire de sa mort. D'ailleurs, on verra au fond, là-bas, je ne l'ai pas fait exprès en les installant, mais en fait, j'ai mis trois prix Nobel de la paix avec Gandhi et Mandela. Apparemment, ça plaisait bien. Je me suis dit que j'allais faire des personnages qui me plaisaient, tout simplement. Ce sont des gens qui me plaisent parce que, morts ou vivants d'ailleurs. Et j'ai décidé d'en faire un, puis un autre, bon, des hommes, des femmes. Et à un moment donné, on s'est mis d'accord. Bon, c'est pas officiel, c'est pas signé, mais normalement, je vais faire 36 personnages qui me plaisent. Et on va les installer sur une esplanade à Paris, quand je les aurai terminés, parce que pour faire des très grands comme ça, il faut 1 mois chaque fois. Et c'est le satellite qui prendra l'œuvre en photo. Voilà, donc jusqu'au 1er décembre, Orangerie du Parc Caillebotte à Hyères, une exposition vraiment à découvrir, parce que c'est effectivement un artiste singulier. Merci Martine. Nous retrouvons donc Isabelle Rousseau et son livre Souvenirs de Jade. Alors, dans tout ce livre, il est question d'homosexualité. Il est question d'homosexualité. Vous développez ça d'une façon tout à fait naturelle, et vous avez raison, de toute façon. Je voudrais d'abord savoir est-ce que j'ai le droit d'employer le terme milieu, j'allais dire milieu homosexuel tout à l'heure, parce qu'on ne sait pas très bien. Nous, on l'emprunte bien, donc il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas le droit de l'emprunter. Bon, ce qui est formidable dans votre livre, c'est que
Alors, je ne sais pas comment les gens vont prendre ça, mais c'est tellement sympathique, la manière dont vous décrivez, alors j'emploie le terme, ce milieu, qu'il y a pas mal de moments où on se dit pourquoi on ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne recrute pas, je ne recrute pas. Mais Clara Fabian, tu fais ton coming out en direct, Patrice? Non, d'abord je ne fais pas le coming out. Et puis en plus, Clara Fabian, elle pleure beaucoup et ça n'a rien à voir avec moi. Ah si. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Elle a pris 1000 Hertz dans les oreilles. Mais faut pas mettre l'autoradio à fond dans la voiture, Patrice. Je l'ai déjà dit en partant à Deauville. Ça c'est private joke, c'est parce que j'aime bien Clara Fabian. Donc à chaque fois, eh ben très bien, voilà. D'ailleurs, faut pas dire de méchanceté sur Clara Fabian. Jamais. C'est une artiste extraordinaire. On est deux. C'est une artiste extraordinaire. On est deux. Alors il y a ce milieu homosexuel que vous décrivez bien, avec des gens qui ne savent pas qu'il existe des boîtes. Les vieux diront des dancing. Non, je dis ça exprès parce qu'en principe Philippe m'envoie des vannes sans arrêt. Donc et il croit que je suis né au Moyen Âge, c'est pour ça. Bon. Et même la boîte en question, moi je lisais ça. J'en connais des boîtes, j'ai déjà été dans une boîte de ce genre. Mais c'est pas toujours aussi beau. Je veux dire, faut pas exagérer. Là, dans ce que vous décrivez, toutes les femmes sont belles. Les quelques garçons qui sont là sont méritants et beaux. De toute façon, puis ils accompagnent. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? C'est vrai. D'ailleurs, le garçon, vous avez décrit un garçon qui est un ami d'ailleurs de votre héroïne, qui s'appelle Diego, je crois. Diego, oui. Qui s'appelle Diego, qui pourrait être homosexuel d'après certains critères de certains critères et qu'il ne l'est pas. Mais non. Et qui ressemble plutôt à Michel Blanc. Alors je parle dans les bronzés lorsqu'il veut arriver. Lorsqu'il veut conclure. Voilà, il voudrait conclure mais il n'y arrive jamais. Enfin, il n'y arrive jamais. Il va arriver. D'habitude. Voilà, d'habitude. Il n'y parvient jamais. Et c'est vrai que il n'a pas beaucoup de chance en amour, alors que c'est vraiment un amour, ce garçon. Une grande gentillesse, plutôt pas mal d'ailleurs. Mm-hmm. Et donc, on suit aussi un petit peu son histoire à lui. J'aime bien les personnages de contre-héros. Ah, vous avez de toute façon fomenté, fabriqué plusieurs petites histoires, y compris, ce qui est assez amusant, et je m'y attendais pas du tout, une histoire policière. Oui. Qui démarre pas d'ailleurs dans les toutes dernières pages, mais bon, il y a un bon quart du livre, et c'est très bien vu parce que ça fait intervenir certains personnages qu'on a connus depuis le début et on se doutait pas du tout. Donc c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs vous avez raison parce que à la longue, peut-être que ça aurait lassé, je dis bien, un hétéro. Oui, je comprends. Non, mais tout à fait. Et j'aime bien aussi que mon livre, enfin que mes livres, parce que j'écris en ce moment le second, j'aime bien qu'il y ait un rythme. Voilà. Je ne veux pas lasser le lecteur. Je veux pas dire c'est trop, ça devient gnangnan. À propos de rythme, dites-moi tout. Le milieu enseignant, vous connaissez bien? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais je ne connais pas plus que... C'est ahurissant, votre description des profs. J'ai fait appel à mes souvenirs de lycéenne. C'est génial. Bon, alors, quand elle sort... Bon, elle a un accident, votre héroïne, très grave, puisque sa compagne est morte à côté. Elle fait beaucoup d'hôpital et elle en sort extrêmement meurtrie, et à vie, d'ailleurs, parce que des cicatrices épouvantables et un mal qui la ronge, en plus. Et au lycée, comme c'est une bonne prof, même si certains élèves connaissent ses penchants, tout le monde l'a aidé, y compris ses élèves. Et elle est dans un lycée, avec des enfants d'un milieu qui est pas populaire, on va dire, populaire. Et ils lui ont même écrit un rap lorsqu'elle était à l'hôpital. Un slam, pardon. Oui, excusez-moi. Attendez. Elle est encore malade. Attendez. Le slam est le cousin du rap. Pardon. J'ai dit le slam est le cousin du rap. Non, mais je me sentais plus d'écrire un slam qu'un rap, si vous voulez. Mais c'est vous qui avez écrit ça? C'est moi. T'étais tranquille à te balader sur ta bécane, roulant sans te prendre la tête en pleine campagne, tu ne demandais rien à personne, tu kiffais la life, mais une caisse dans un virage part en live. C'est moi. Et d'un trait en plus, je me suis dit, bon, je vais revenir dessus, je vais déjà mettre ça comme je le pense, etc. Et en fait, je suis jamais revenue dessus. Et j'ai une de mes amies qui me dit, il est pas mal du tout ton slam. Ben, je dis, oui. J'avais pas prévu, hein, mais bon, comme quoi, les choses peuvent arriver par accident. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux, évidemment des hétéros convaincus, qui ne peuvent pas supporter la différence? Pourquoi? Tout simplement. Pourquoi ne pas s'ouvrir aussi un peu à ce qui est autour, sortir un petit peu le nez de son propre nombril et puis voir un petit peu ce qu'il y a autour. Tout n'est pas forcément négatif. Et voilà, oserais-je dire,
C'est populaire ce que je veux dire, mais il y a des cons partout, que ça soit dans le milieu homo, que ça soit dans le milieu hétéro. Et vous avez des gens qui vont pas forcément représenter correctement ces milieux, dans les deux cas. Maintenant, si vous voulez vous ouvrir à la différence, allez-y tranquille. Il ne faut pas non plus direct aller monter sur un char à la Gay Pride. Hein. Non, prenons notre temps. Allons-y par étapes. D'ailleurs, vous en parlez, vous dites que ceux qui pensent qu'il y a simplement une manifestation avec des personnes avec une plume dans les fesses mais c'est aussi le problème des médias. C'est un peu ce que les médias véhiculent aussi. D'ailleurs, tous les ans, lorsqu'il y a la Gay Pride, on va avoir des reportages sur tout ce qui se fait à la Gay Pride de plus ahurissant et de plus choquant. Or, à côté de ça, il y a plein de familles homoparentales qui défilent, avec les enfants qui sont heureux de défiler avec leur maman, avec leur papa. Il y a plein de gens qui font vraiment un maximum dans le milieu associatif. Vous avez même des religions qui défilent. Vous avez la police, vous avez la SNCF, vous avez tout le monde. Voilà, c'est vraiment un rassemblement populaire. Moi, j'aime beaucoup la Gay Pride. J'aime beaucoup. Alors, je sors de votre livre. Vous pensez que les choses ont évolué favorablement ? Alors, très sincèrement, et alors je ne vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, on est en train d'évoluer. Doucement, on a fait un grand pas en arrière depuis quelques mois, à cause de 2-3 échevelés qui s'imaginent qu'ils vont retrouver un petit peu de notoriété en tapant sur les autres. Je pense qu'on ne peut qu'avancer. Mais il faut vraiment que les gens se posent et vraiment prennent conscience de ce qui les entoure. Parce que tous ces gens qui vont dans les manifestations en criant mort au PD, parce qu'il faut vraiment dire les choses comme elles sont, ce qu'ils ne savent pas, c'est peut-être que leur gamin est homo. Et peut-être que là, ça va coincer, ils vont être malheureux, tout le monde va être malheureux. On peut avancer tous ensemble. Maintenant, il faut vraiment que les gens fassent un effort, quoi. Vraiment. Et qu'ils oublient leur missel, leur Bible et tout le salfruskiki, parce que ça devient épuisant, quoi. Moi, je trouve ça épuisant et malheureux, très sincèrement malheureux. Ceci dit, honnêtement, je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on a voyagé dans le temps ces quelques mois. C'est-à-dire qu'on est revenu pratiquement au Moyen-Âge, hein. Vous en avez qui balancent des horreurs sur le milieu gay, sur le mariage pour tous. On a l'impression qu'on est des parias, qu'on est des mangeurs de petits-enfants, quoi, grosso modo. Je trouve ça, lamentable. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez l'impression que... Ça avance doucement, vraiment doucement. Mais ça avance, on tient le coup. Enfin, ça avance très vite, parce que Philippe, vous allez vraiment beaucoup m'en vouloir si je vous dis que votre reportage, on le diffuse demain. Mais non, mais pas du tout. Vous voulez pas. En plus, j'allais proposer d'organiser la Gay Pride dans la forêt de Dourdan, mais ça passe pas. On s'est embourbé. Les chars vont pas passer. Non, ça va abîmer les arbres. Pourtant, on a tout ce qu'il faut à Dourdan. Alors demain, Dourdan. Alors, on va donner la parole à Keltoum pour son ciné, son film avec Tom Hanks. Oui, je vais vous parler du thriller dramatique qui s'appelle Capitaine Phillips, qui est réalisé par Paul Greengrass. Et en fait, ça faisait depuis 2006, c'est le film Vol 93 qui n'avait pas fait un film avec quelqu'un d'autre en tête d'affiche que l'excellent Matt Damon avec la saga Jason Bourne et Green Zone. Donc en fait, ce film, il revient sur ce qui s'est passé en avril 2009, donc la prise d'otage du capitaine et de son équipage. J'en perds. Et de son équipage, donc ça s'est passé entre le 8 et le 12 avril. Et voilà, en fait, ils reviennent sur ça. Lui, ce capitaine-là, donc est sain et sauf. Et il a pu s'en sortir avec son équipage également. Il a écrit un livre, il en a sorti un livre. Et en fait, ils se sont basés sur ce livre, mais pas que. En fait, le livre, bien évidemment, se situe du point de vue du capitaine. Mais ce qu'ils ont voulu faire, le réalisateur et le producteur et toute l'équipe du film, c'est qu'ils ont voulu un peu élargir le champ et s'intéresser notamment à ces pirates somaliens qui, dans le film et dans ce qui s'est passé réellement, ont entre 17 et 19 ans. Donc en fait, ils ont été embrigadés plus ou moins, et ils se sont laissés aller. Et puis voilà, ils ont voulu aussi un peu expliquer ce qui se passait. Il y a une phrase aussi toute bête que pendant le film que Tom Hanks sort en disant « Oui, mais vous attaquez à notre paquebot, mais vous savez que dans ce paquebot, il y a de la nourriture pour vous, pour les pays africains. »
Donc eux, ce qu'ils veulent faire, c'est que, je pense pas, en fait, on comprend aussi que ces jeunes-là n'ont pas voulu faire de mal, que tout ce qu'ils voulaient, c'était essayer de récupérer quelques affaires, un peu d'argent aussi pour pouvoir s'en sortir et aider leur famille aussi en Somalie. Donc voilà, c'est tout ce côté-là aussi très psychologique qu'on comprend à travers ce film. Donc voilà, qu'est-ce que je dois dire? Je dois terminer. Le film est à l'affiche Oméga CGR d'Evry. D'ailleurs, c'est là que je suis allée à l'avant-première. Stars, Arpajon, 4 Périssette, Saint-Geneviève-des-Bois, Arcel, Corbeil-Essonne, Cinépal à Palaiseau, L'Innoventura, Tislon, Agnès Varda, Juvisy-sur-Orge, Jacques Tati, Orsay, La Rotonde, Étampes, le Calypso, Viry-Châtillon, le Buxy, Boussy-Saint-Antoine. Ça dure 2 heures et c'est très bien fait avec un excellent Tom Hanks, mais ça on le sait déjà. Bon, écoutez, de toute façon, on ira, c'est à peu près certain. Merci. Keltoum. Qu'est-ce que c'est, Isabelle Rousseau, que le guédard? Ça m'a beaucoup plu, ça. Vrai, faux? J'aurais presque envie de dire, est-ce un mythe? Je ne saurais vous le dire. Paraît-il qu'entre homo, on est capable de se repérer. Laisse tomber, lui, il est gay. Ah bon, comment tu le sais? Je le sens. Alors, j'ai des amis qui, effectivement, ont ce guédard. Ils sont capables de vous dire, comme ça, hétéro, non, homo, non, hétéro. Ce qui facilite les choses et qui gagne du temps. Malgré tout, tout le monde ne l'a pas. Alors, c'est un peu un mythe. Alors, légende ou réalité? On ne sait pas. Ce livre, je crois qu'on aura évidemment compris qu'il m'a beaucoup plu. J'avais préparé des passages, mais c'est idiot parce que je ne voudrais pas déflorer l'histoire complètement. C'est une histoire d'amitié terrible, c'est une histoire d'amour magnifique également. Également, il y a une histoire policière aussi qui vient donner du croustillant. On va terminer l'émission parce que vous préparez autre chose. Oui, je suis sur mon second roman actuellement et je prévois l'achèvement de l'écriture pour fin 2013, la fin de décembre. Théoriquement, si tout va bien, et je suis au salon du livre de Mency, au salon du livre de Viry-Châtillon. En décembre. Salon de Mency le 7 décembre, 1er de février, Viry-Châtillon. Et si les gens veulent, ils peuvent me commander un exemplaire dédicacé sur mon site. Eh ben c'est pas un problème. Isabelle Rousseau, vous la trouverez évidemment sur Internet. Souvenirs de Jeanne, des souvenirs comme ça. Salut à tous, à demain.